La première, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Ladies and gentlemen, we got him. Une ferme isolée en bordure du hameau, au milieu d'une cour intérieure, un trou masqué par un bloc de béton et par un morceau de tissu. La sentence tombe, Saddam Hussein est condamné à mort, une mort par pendaison. Saddam Hussein el-Majid. Je suis Saddam Hussein, je suis le président de l'Irak et je suis prêt à négocier. C'est la première phrase qu'a prononcée le président déchu irakien Saddam Hussein lorsqu'il fut arrêté il y a 20 ans, en décembre 2003. Pour les Américains, sa capture est un trophée qui devait signifier la fin de la guerre, un tournant au Moyen-Orient et le départ d'un nouvel Irak pacifié et démocratique. Mais rien ne s'est passé comme prévu. La capture de Saddam Hussein n'a pas mis fin à la guerre et n'a pas stabilisé la région. Récit d'une guerre considérée par beaucoup comme une erreur politique, stratégique et morale de la part des Américains. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue. Oui, retour donc il y a 20 ans, presque jour pour jour en Irak, des soldats américains capturaient Saddam Hussein, le président déchu de l'Irak. Sa capture, très médiatisée, sera suivie d'un procès pour crime contre l'humanité par un tribunal spécial irakien. Reconnu coupable, l'ancien homme fort du Moyen-Orient sera pendu. Ainsi prend fin plus de 20 années de pouvoir de Saddam Hussein, plus de 45 années de domination de son parti, le parti Baas, en Irak. Un changement de régime décidé par Washington et qui s'est imposé par la force, par la guerre, après les attentats du 11 septembre 2001. L'Irak est devenu un ennemi de l'Amérique, accusé de soutenir le terrorisme et de détenir des armes de destruction massive. Les néoconservateurs américains, représentés par George Bush Jr., présentent leur action contre l'Irak de Saddam Hussein comme une sorte de croisade de libération, de lutte du bien contre le mal. Leur objectif, installer un nouvel Irak démocratique pour un nouveau Moyen-Orient, mais les Américains n'ont pas trouvé d'armes de destruction massive ni de preuves évidentes du soutien de Saddam Hussein au groupe Al-Qaïda. Par contre, ils ont trouvé Saddam Hussein après des mois de traque, une traque devenue un objectif stratégique majeur pour Washington. Et l'espoir des Américains, c'était que la capture de Saddam Hussein et la fin de son régime pacifie l'Irak et la région, mais c'est l'inverse qui s'est passé. Les violences n'ont fait que croître et obliger les Américains à rester plus longtemps que prévu jusqu'en 2011. Et puis le bilan humain de cette guerre, qui est toujours aujourd'hui discuté, dernière estimation sérieuse, elle considère que la guerre a directement et indirectement causé la mort de 460 000 Irakiens, mais ce chiffre est parfois jugé exagéré par notamment les autorités américaines et sous-estimé par plusieurs ONG. Alors l'aventure de l'Irak a peut-être affaibli l'Amérique dans son rôle de gendarme du monde, un affaiblissement qui s'est confirmé dans le retrait catastrophique d'Afghanistan, l'autre front ouvert après les attentats de 2001. Ces guerres perdues des Américains laissent la place à d'autres acteurs, la Russie, l'Iran, l'Arabie Saoudite. Les conséquences de la guerre d'Irak de 2003 sont encore bien présentes aujourd'hui, et c'est ça que nous allons tenter de comprendre évidemment dans cet épisode avec Raoul Delcorde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ambassadeur honoraire de Belgique, professeur de relations internationales à l'UC Louvain. Vous faisiez quoi, vous, au moment de l'arrestation de Saddam Hussein en 2003 ? J'étais ambassadeur de Belgique en Suède, ce qui paraît très loin du Moyen-Orient. Et pourtant, la Suède, c'est le pays d'Olof Palme, c'est le pays de la diplomatie, de la médiation. Et de la Suède, on pouvait déjà observer de façon fort intéressante ce que les Américains faisaient au Moyen-Orient. Avec nous également Willy van der Vorst, bonjour. Bonjour. Ancien journaliste à la rédaction internationale de la RTBF. Vous avez été une dizaine de fois, je pense, à peu près en Irak, sauf si je me trompe. Et peut-être avant de commencer avec vous, Willy van der Vorst, essayez en quelques minutes, de cadrer le personnage Saddam Hussein. Qui c'était Saddam Hussein ? Je dirais d'abord que Saddam Hussein, c'était un sunnite. Il a été président d'Irak, mais c'était un sunnite, c'est-à-dire un homme extrêmement puissant en tant que président, un homme brutal et qui est issu de cette minorité en Irak qui contrôlait
toutes les activités des chiites, c'est-à-dire l'autre grande communauté qui maintenant est arrivée au pouvoir du fait de la guerre. En 1979, il devient donc le président de la République, il accapare le pouvoir pour lui et il va développer avec un certain succès une politique de soutien à l'économie, de soutien aux activités énergétiques et aussi de mieux-être pour sa population. L'enseignement, par exemple, la santé, devenait beaucoup plus facilement abordable pour les Irakiens. Mais en même temps, sa mégalomanie lui fait déclarer la guerre à l'Iran, un échec qui aura coûté 1 million de vies à peu près. Ensuite, il entame une guerre avec le Koweït. Ça, c'est aussi début des un années échec. 90. Oui, c'est un échec. Et puis, il y a ces 2 attaques internationales, une coalition internationale contre Saddam Hussein et ses projets. Et ces 2 conflits vont s'achever finalement en 2003, l'année où Saddam Hussein est arrêté, vous l'avez dit. Il sera ensuite condamné pour crime contre l'humanité, alors qu'il était accusé de crimes de guerre et également de génocide. Mais donc, il est condamné pour crime contre l'humanité et pendu, donc, fin 2006. Allez, Donc quoi, même à la retraite, on reste journaliste jusqu'au bout. Merci Willy van der Vorst de cette remise en contexte. Allez, on se replonge dans nos archives en 2003 avec une pensée émue pour Bernard Leplat, journaliste à la rédaction internationale dont vous allez entendre plusieurs interventions. Il est décédé récemment, nous lui dédions cette émission. « 13 décembre 2003. Le crépuscule tombe sur les étendues arides du nord de l'Irak. Le soldat Kevin Holland, membre des Delta Force, les forces spéciales de l'armée américaine, observe les lumières de la ville de Tikrit et les dattiers qui bordent le Tigre, le principal fleuve et cordon ombilical du pays. Comme tous les soldats américains qui occupent le pays depuis le mois de mars, Kevin Holland a dans sa poche un jeu de cartes. Un jeu de cartes où figurent les photos et les noms des dignitaires du régime de Saddam Hussein. Celui que le président Bush a décidé de faire tomber. Plus la carte est forte, plus le dirigeant est important et plus il constitue une priorité pour les soldats américains. Saddam Hussein en as de pique, ses fils Uday et Qusay en as de cœur et de trèfle, enfin le secrétaire de Saddam en as de carreau. Voilà le carré d'as du jeu de cartes présenté par le général Brooks lors du briefing quotidien au commandement central au Qatar. Les gouvernements de la coalition ont identifié une liste des principaux dirigeants qui doivent être poursuivis et amenés devant les tribunaux. La liste contient 55 individus qui peuvent être poursuivis, tués ou capturés. Cette liste est fournie aux troupes en plusieurs formes pour faciliter l'identification. S'il y a contact, ce jeu de cartes est un exemple de ce que nous fournissons aux soldats et aux Marines. Ce soir-là, Kevin Holland, avec 600 hommes de la 4e armée d'infanterie américaine, ne court pas après un valet du régime. Ni une dame, ni un roi. Il cherche l'as de pique du jeu de cartes. Saddam Hussein. Car l'un des gardes du corps de l'as de pique, Mohamed Ibrahim Al-Mouslit, a fini par parler, attiré par l'importante prime promise par les Américains, 25 millions de dollars. L'unité de Kevin Holland suit les indications d'Al-Mouslit. Les véhicules quittent la route qui relie Bagdad à Tikrit, à 15 km de la ville du Nord. Ils traversent le Tigre. La route longiligne coupe les champs et s'arrête dans une petite ferme. Al-Mouslit les guide vers un buisson. Il dit « c'est là ». Pourtant, il n'y a rien. Kevin Holland et ses hommes creusent la terre.
Il dégage des branches et trouve une plaque en polystyrène, munie de 2 poignées. Elle s'ouvre sur un trou étroit, 3 mètres de profondeur, à peine assez large pour faire passer un homme. Un des soldats jette une grenade. Après l'explosion, le silence, et quelques secondes plus tard, ils entendent une voix. Les mains d'un homme apparaissent, ils le dégagent. L'homme est hirsute, il a la barbe fournie. Il regarde Kevin Holland et dit « Je suis Saddam Hussein, je suis le président de l'Irak et je suis prêt à négocier. » Une ferme isolée en bordure du hameau, au milieu d'une cour intérieure, un trou masqué par un bloc de béton et par un morceau de tissu. Dans le réduit, au mur rongé par l'humidité, un système d'aération rudimentaire était bricolé. En surface, le bivouac de ces derniers gardes du corps, quelques boissons, de la nourriture, des livres, 2 kalachnikovs et une somme de 750 000 $ en liquide. Dans ce trou de souris bien camouflé, Saddam Hussein aurait pu échapper longtemps aux recherches. Il a dit « Je m'appelle Saddam Hussein, je suis le président de l'Irak et je veux négocier. » Alors nous lui avons répondu « Vous avez le bonjour du président Bush. » Ainsi, dans le crépuscule de Tikrit, se termine l'opération Aube Rouge, la capture de Saddam Hussein. L'ancien Raïs vivait dans son réduit de 2 mètres carrés. Le maître de l'Irak, depuis 1979, s'était volatilisé début avril 2003, quand il était devenu clair que l'armée américaine avait renversé son armée et son régime. La traque de Saddam Hussein a commencé tout de suite. C'est un enjeu majeur pour les Américains, car très vite, la principale justification officielle de cette guerre dite préventive, la présence d'armes de destruction massive, prend l'eau. Les Américains cherchent, mais ne trouvent rien. En juin, 3 mois après le début de l'invasion, le président américain, George Bush Jr., n'a toujours aucune arme de destruction massive à présenter à l'opinion publique mondiale. C'est un homme qui a passé des décennies à cacher des outils de destruction massive. Il savait que les inspecteurs les cherchaient. Vous savez mieux que moi qu'il a un grand pays où les cacher. Nous cherchons et la vérité sera révélée. Ces armes resteront introuvables, car elles n'ont jamais existé. De même, les Américains n'offrent aucune preuve solide de soutien de l'Irak à Al-Qaïda d'Oussama Ben Laden. La libération de l'Irak du dictateur Saddam Hussein, placé sur l'axe du mal, devient alors le but de guerre affiché des Américains. Mais pour libérer le pays, il faut trouver l'as de pique. Chaque jour que Saddam Hussein passe caché est un pied de nez à la puissance de l'Amérique. Au total, 30 000 hommes se mettent à sa recherche. Quand il est enfin arrêté, le 13 décembre 2003, le proconsul américain en Irak, Paul Bremer, peut enfin l'annoncer fièrement et les journalistes américains et irakiens présents ce jour-là peuvent exulter. Ladies and gentlemen, we got him. On le tient, une formule très américaine pour une conférence de presse qu'il est tout autant. L'événement est historique. Saddam Hussein vient d'être arrêté par la 4e division d'infanterie. 600 hommes ont mené ce raid. C'est un grand jour pour l'histoire irakienne. Durant plusieurs décennies, des centaines de milliers d'entre vous ont souffert à cause d'un homme cruel. Durant des décennies, Saddam Hussein vous a divisés et opposés les uns aux autres. Durant des décennies, il vous a menacé et a effrayé vos voisins. Ces temps-là sont révolus.
Cette annonce restera dans l'histoire. Il y a l'arrogance de Paul Bremer qui parle comme un shérif qui vient d'arrêter un bandit dans un saloon. Et plus étonnant encore, il y a cette salle de presse qui exulte. Il n'y avait pas que des journalistes, mais il y en avait, et beaucoup ont applaudi. Illustration parfaite du biais patriotique dans le journalisme de guerre. Et l'administration américaine ne va pas s'arrêter là, dans sa communication victorieuse. Elle offre aussi au monde entier les images de l'arrestation. Saddam Hussein apparaît en pyjama, fatigué, faible, hagard, hirsute. En un mot, Saddam Hussein humilié. À Washington, George Bush annonce lui fièrement un nouvel Irak. La capture de cet homme était cruciale pour la naissance d'un nouvel Irak. Elle marque la fin de la route pour lui et pour tous ceux qui ont brutalisé ou tué en son nom. Et cet après-midi, j'ai un message pour le peuple irakien. Vous n'aurez plus jamais à craindre le règne de Saddam Hussein. J'ai également un message pour tous les Américains. La capture de Saddam Hussein ne signifie pas la fin de la violence en Irak. Nous avons toujours en face de nous des terroristes qui préfèrent tuer des innocents plutôt que d'accepter l'émergence de la liberté au cœur du Moyen-Orient. La télévision américaine montre des images de manifestations de joie qui ont lieu dans le sud du pays à l'annonce de l'arrestation. Le sud du pays, plutôt chiite, une population brimée par le régime sunnite de Saddam Hussein. Mais dans le nord, de confession sunnite, comme Saddam Hussein, c'est l'inverse. Les manifestations se tournent souvent contre l'occupant américain. À Falloujah, dans le triangle sunnite, une rumeur folle a circulé. L'homme qu'on avait capturé n'était pas Saddam. Les scènes de joie ont débordé en pillage de la préfecture. Des centaines d'hommes sont sortis armés de fusils. Des portraits géants de Saddam Hussein ont été ressortis. À Ramadi, même scène de débordement. Sont-ils vraiment des partisans du dictateur déchu ou bien sont-ils surtout anti-américains? Impossible à dire pour le moment. À Tikrit, fief de Saddam Hussein, là où tous étaient des privilégiés du régime, les réactions sont unanimes. Le président irakien est un homme brave et il est le prince de la nation arabe. Il est regrettable que des Irakiens l'aient livré aux Américains. S'il fallait le livrer, il fallait qu'il le soit au Conseil irakien, pas aux Américains. Saddam a été arrêté par trahison et il a été anesthésié. Sur fond de violence interconfessionnelle quotidienne, d'attentats et d'une hostilité grandissante contre l'occupation, les Américains se retrouvent donc avec Saddam Hussein sur les bras. Ils souhaitent qu'il soit jugé pour ses crimes, mais une première question se pose. Par qui doit-il être jugé ? Première solution, une juridiction nationale, elle risque d'être perçue comme une sorte de légitimation de la guerre, puisqu'on va alors juger Saddam Hussein en Irak ou aux États-Unis. C'est le vainqueur qui va juger Saddam Hussein. Soit c'est une juridiction internationale, c'est la solution qui est préconisée par des organisations de défense des droits de l'homme. Ça permettrait de juger Saddam Hussein non pas spécialement pour des actes qu'on pourrait considérer comme des actes de résistance à une occupation dans ce cas-ci, mais plutôt pour les graves violations des droits de l'homme dont il est responsable depuis de très nombreuses années. Les Américains ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale. Ils vont donc choisir un procès en Irak sous occupation américaine. Le risque ? Un procès de vainqueur, qui risque d'apparaître comme inéquitable. En juillet 2004, 6 mois après son arrestation, Saddam Hussein rencontre pour la première fois ses juges, des Irakiens, comme lui. Costume noir, pas de cravate, quelques kilos en moins et l'air fatigué, Saddam Hussein a comparu pour la première fois devant ses juges. Il a qualifié le tribunal de théâtre pour la campagne électorale du président américain George Bush, qu'il a par ailleurs traité d'ignoble. L'ex-dictateur irakien est accusé de crimes contre l'humanité pour les 7 faits suivants. Le gazage des Kurdes à Halabja en 88, le massacre des membres de la tribu de Barzani, un chef kurde, la guerre contre l'Iran, les fosses communes, l'exécution de dignitaires religieux chiites, l'écrasement de la rébellion chiite après la première guerre du Golfe
et l'invasion du Koweït en 1990. Pendant ce temps, en Irak, la violence ne cesse de croître et le pays, loin d'être pacifié, s'enfonce dans le chaos. Les attentats sont désormais quotidiens. Ils visent aussi bien les occupants américains, les autorités irakiennes ou les civils. Et les avocats de Saddam Hussein promettent le feu et le sang si l'ancien dictateur est condamné. Croyez-moi, les portes de l'enfer vont s'ouvrir en Irak et dans les environs. Personne dans le pays ou ailleurs ne pourra plus vivre en paix. Les juges irakiens tentent malgré tout d'assurer le procès. En réalité, plusieurs procédures parallèles. Après 2 années, elle se conclut par la condamnation à mort par pendaison en novembre 2006. Le juge Abdul Rahman regarde l'accusé, puis il commence le prononcé du verdict. La sentence tombe, Saddam Hussein est condamné à mort, une mort par pendaison. L'ancien chef d'État accuse visiblement le coup, et puis il crie. Longue vie à l'Irak, dit-il. Longue vie à la nation. Dieu est grand, Dieu est plus grand que l'occupant. Le juge est contraint de lever le ton pour se faire entendre. Saddam Hussein, impossible à calmer, sera finalement expulsé du tribunal. L'image de l'expulsion ne nous est pas parvenue. Les protestations de Saddam Hussein ne serviront à rien. Ni le tribunal qu'il considère comme une farce, ni ses explications à propos de ses crimes, ni sa demande d'être traité en militaire et non en criminel. N'oubliez pas que Saddam Hussein est un militaire. Un peloton d'exécution doit appliquer la sentence. Je ne veux pas être pendu comme un criminel ordinaire. Le verdict tombé, il faut maintenant exécuter la sentence. La mort, par pendaison. En plein chaos, les Américains craignent pourtant qu'une mise à mort ne rende le pays encore plus instable. L'occupation, qui était censée durer quelques mois, dure depuis plus de 3 ans maintenant. L'Irak se transforme petit à petit en bourbier et ravive les mauvais souvenirs de la guerre du Vietnam. C'est donc en toute discrétion que Saddam Hussein se voit passer la corde au cou. Le 30 décembre 2006, c'est le jour de l'Aïd pour les sunnites. Les images, cette fois, ne sont pas officielles. La source reste discrète. À 6h ce matin, dans un endroit gardé secret, Saddam Hussein arrive entouré de ses bourreaux. Les mains liées et sans opposer de résistance, il se rend à la potence. Après une ultime profession de foi, on lui passe la corde au cou et puis plus d'images. Selon les témoins, la trappe s'ouvre, Saddam Hussein meurt sur le coup. Seuls des responsables irakiens ont assisté à l'exécution. Les témoins rapportent les dernières paroles du condamné. Il a appelé les Irakiens à rester unis tout en dénonçant la coalition iranienne, faisant allusion à la coalition à dominante chiite au pouvoir en Irak. Il a ajouté ensuite qu'il n'avait peur de personne, ultime défi sans doute adressé aux Américains. Quelques heures après sa mort, Saddam Hussein est inhumé dans son village natal d'Al-Aouja, dans le petit cimetière de la commune où ses 2 fils, eux aussi recherchés et tués par les Américains, ont été enterrés. La mort de Saddam Hussein ne déclenche pas de soulèvement en Irak, mais elle n'apaise pas la violence quotidienne entre sunnites et chiites. Les Américains ne quitteront finalement le pays que très lentement en décembre 2011. Ils quittent alors un pays instable, 8 ans, 8 mois et 25 jours après une invasion qui a fait au moins 100 000 morts directs et plus de 400 000 en comptant les victimes indirectes du conflit. Le bilan humain précis de la guerre en Irak fait d'ailleurs encore aujourd'hui l'objet de débats.
La première, l'histoire continue. Hélène Maquet, Bertrand Haine. Avec nous dans l'histoire continue aujourd'hui, Willy van der Vorst, ancien journaliste à la rédaction internationale de la RTBF. Vous avez été une dizaine de fois en Irak. Avec nous également Raoul Delcorte, qui est ambassadeur honoraire de Belgique et professeur de relations internationales à l'UCL. Alors on évoque la capture de Saddam Hussein par les Américains en Irak il y a 20 ans, en décembre 2003. Les Américains pensaient que sa capture allait signifier la fin de la guerre, la stabilisation de l'Irak. Raoul Delcorte, il n'en a rien été. Non, loin de là. Replaçons un peu les choses dans leur contexte. D'abord, les États-Unis tordent un peu le cou à l'ONU parce qu'ils n'ont pas de mandat. Et le fameux discours de Villepin. Donc on va sur les armes de destruction massive, sur etc. les fameuses armes de destruction massive, le scénario pitoyable de Colin Powell avec sa fiole, le conseil, rappelez-vous tout ça. On est dans un contexte où les néoconservateurs ont la main et ils veulent redessiner la carte du Moyen-Orient. Et évidemment, Saddam Hussein est de ce point de vue-là la cible toute choisie. Il le présente comme le marionnettiste, pas la marionnette, le marionnettiste de Bin Laden, et ils font des liens tout à fait factices entre Al-Qaïda et l'Irak, comme si l'Irak était devenu au fond le refuge d'Al-Qaïda après les événements en Afghanistan. Et le terme voyou correspond très bien à cette vision binaire des relations internationales des néoconservateurs. Puis il y a le proconsul Paul Bremer, le fameux Whip Gadim. Ouais. D'emblée, il commet des erreurs que les Américains vont payer très cher. Qu'est-ce qu'il fait ? Il exclut tous ceux qui gravitaient dans la communauté chiite et autour du régime de Saddam, les tenants du parti Baas. Je ne vais pas expliquer ce que c'est, c'était un parti laïque, pan-arabe, qui existait en Syrie, etc., et évidemment en Irak. Il fait ce qu'on appelait un peu pompeusement de la débassification. Évidemment, comme on a fait la dénazification de l'Allemagne, oui, c'est ça la référence. Sauf que ça n'a pas été fait de la même manière, ça a été fait brutalement. Et vous avez là des hauts gradés en nombre, des officiers, qui tout d'un coup sont exclus et vont très vite, évidemment, être réceptifs au discours incendiaire des djihadistes qui, progressivement, quittent l'Afghanistan et arrivent en Irak. Et un dernier mot, 2006, c'est l'année où de l'exécution. C'est l'année où le parti Daesh a été créé. Ce n'est pas une coïncidence. Avec ces anciens, notamment du régime de Saddam Hussein, ces anciens militaires. Willy van der Vorst. Oui, on peut peut-être ajouter une chose sur le renvoi dans leur foyer de tous ces gens qui vivaient sous Saddam Hussein et qui gagnaient leur vie à cette époque-là. Il faut savoir qu'il a non seulement balayé ou détruit l'armée, détricoté l'armée, dont finalement des soldats ont été récupérés après ça pour la nouvelle armée irakienne. Mais donc, il renvoie Paul Bremer, il renvoie ces gens chez eux, il renvoie aussi tous les employés de la fonction publique. C'est des centaines de milliers de personnes. Mais il faut savoir que sous Saddam Hussein, si vous n'aviez pas la carte du parti, vous ne pouvez pas vous engager quelque part, vous ne pouvez pas travailler. Donc il y a des tas de gens qui ont été victimes à 2 occasions. Ces gens travaillaient et on leur a dit après ça « Ah mais vous avez la carte du parti, eh bien vous ne pouvez plus travailler ». Et donc du jour au lendemain, il y a eu des centaines de milliers de personnes à travers tout l'Irak qui ont été renvoyées chez elles. Si je comprends bien ce que vous dites tous les deux, la montée en puissance de Daesh, du terrorisme islamiste, c'est une conséquence directe, Raoul Delcorte, de la guerre en Irak ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous excluez ce groupe de gens armés et qui étaient quand même... Vous savez, au-delà de la figure contestable et contestée de Saddam Hussein, c'était quand même une référence dans le monde arabe. Et ce n'est pas étonnant que l'exécution de ce dictateur ait suscité un tel émoi. Anti-américain, bien sûr. Ce n'était pas aux Américains à exécuter ou à organiser le jugement de ce personnage. Et donc, évidemment, très vite, il va y avoir une insurrection et elle va d'emblée faire des dégâts, y compris, et je voudrais le citer parce que c'est une très grande figure onusienne, c'est Sergio Vieira de Mello, qui en 2003, il est représentant du secrétaire général de l'ONU. Ses bâtiments à Bagdad explosent dans un attentat, il est tué, et d'emblée on comprend
que l'arrivée triomphaliste des Américains va très vite être suivie d'une débâcle. Un dernier mot, parce que déjà à ce moment-là, les Iraniens, le voisin, observent avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe, parce qu'eux, ils détestent Saddam Hussein. Ils lui ont fait la guerre. Et ils se disent, oula, il y a comme une fenêtre il y a une opportunité qui s'ouvre pour les chiites et donc indirectement aussi pour l'Iran. Et la suite des événements le prouvera. Oui, puisque l'Irak a donc été dirigé après par des coalitions des premiers ministres chiites. Pro-iraniens. Voilà, alors vous dites pro-iranien, voilà, en tout cas proche de l'Iran. J'aimerais revenir avec vous, Uli van der Vorst, peut-être. Donc on comprend que cette exécution de Saddam Hussein n'a pas mis fin à la guerre, que ça n'a pas stabilisé la région et fait un nouveau Moyen-Orient comme le voulaient les Américains. Mais à votre avis, quel était le but finalement de cette guerre? Parce que alors il y a les armes de destruction massive, on l'a pas trouvé. Il y a l'accusation de soutenir le terrorisme, ça a été largement par des spécialistes démonté cette histoire. Quel était vraiment le but? Est-ce que certains disent le pétrole, certains disent encore d'autres choses, aussi des idéologies néoconservatrices qui ont joué énormément. Quel regard vous avez-vous sur ça? Moi, je vous fixe rendez-vous d'ici 50 ans, où on en saura peut-être plus. Oui. Mais c'est vrai que ce soit sur les bilans ou que ce soit sur les intentions des différents participants à ce conflit, il y a plein de choses qui restent aujourd'hui sans réponse. Les bilans, par les bilans militaires, on peut faire des bilans de morts ou des bilans de blessés, mais c'est chaque fois des chiffres énormes. On peut parler également du monde politique en Irak. On va certainement parler du bilan pour les États-Unis. Il y a des tas de gens qui sont impliqués finalement dans ce conflit. Et on ne sait pas très bien sur quoi ça a débouché, ni pourquoi, c'est votre question, pourquoi ça a été lancé. Certains disent, regardez la carte du Proche-Orient, pourquoi les États-Unis se sentent menacés alors qu'ils n'étaient pas là. Aujourd'hui, l'une des plus grandes ambassades américaines des États-Unis dans le monde est en Irak. C'est un bâtiment, je l'ai vu, c'est gigantesque. On dit qu'il y a plus de 5000 personnes qui y travaillent. Donc les Américains devaient avoir certainement un intérêt à renverser Saddam Hussein, à changer ou à essayer de changer la carte. Il y a d'ailleurs, fruit de réflexion au sein de l'état-major américain, des cartes nouvelles du Proche-Orient. Oui. Très larges, puisqu'on voit notamment la création d'un État kurde aussi, une réduction de l'espace pour les Turcs. Et la même chose pour l'Irak, pour l'Iran, etc. Donc les Américains ont des projets très très larges. De redessiner mais on ne quelque sait part pas, mais on ne sait pas aujourd'hui exactement si leur intention était de participer directement au bénéfice de ce conflit-là. Certains ont dit qu'il y a d'autres pays, peut-être alliés des États-Unis dans la région, qui pouvaient tirer le plus grand profit et qui ont dû faire pression ou sensibiliser les Américains sur l'intérêt à renverser Saddam Hussein. Mais aujourd'hui, rien ne le dit. Effectivement, il y a trop de thèses, trop de théories sur les choses qui peuvent s'être passées avant ce conflit. Raoul Delcorte, là-dessus, sur cette même question de la motivation, quelle lecture, on est quand même 20 ans après, c'est vrai qu'on peut encore attendre 50 ans, mais 20 ans après, quel regard vous avez? Comment vous expliquez que les Américains se soient lancés dans cette aventure? Alors, Condi Rice, qui était l'adjointe de Bush en charge du Conseil de la sécurité nationale, donc de l'administration présidentielle, avait utilisé cette expression assez étonnante pour une diplomate on va avoir un chaos créatif. Et vous savez, il y avait une certaine naïveté au fond, mêlée de cynisme chez les dirigeants américains. On va transformer l'Irak et d'une certaine manière, par capillarité, tous les pays voisins, on va les transformer en démocratie. Oui. Et vous savez que les démocraties ne se font pas la guerre. Et donc, en redessinant la carte du Moyen-Orient, on rassure aussi notre allié dans la région, le principal allié des États-Unis, ou je dirais les deux principaux alliés à l'époque des États-Unis sont l'Arabie saoudite et Israël dans la région. L'Arabie saoudite a des relations très compliquées, faut-il le dire, avec Saddam Hussein. Et Israël, on se souvient d'ailleurs, qu'il y a eu à un moment donné une opération militaire israélienne qui a détruit une centrale nucléaire en Irak. Donc c'est une vieille histoire, n'est-ce pas? Renversons le dictateur, pacifions la région, créons une démocratie. Eh bien, le résultat est tout l'inverse. Une chose qui peut expliquer aussi la manière dont tout ce dossier a capoté, c'est la volonté des États-Unis, comme on vient de le dire, de créer une démocratie. Une démocratie, les Américains l'ont dit, c'est
une voix, un homme. Au moment où il y a des élections, les Américains ont collaboré à l'organisation d'élections en Irak. Il disait une voix, un homme. Je vous rappelle que en Irak, plus de la moitié de la population est chiite. Oui. Avant ça, il y avait un petit quart de la population qui était sunnite, c'est-à-dire le camp de Saddam Hussein. Eh bien, quand vous mettez du jour au lendemain sur un même pied de chance électorale, d'une certaine manière, les chiites comme les sunnites, vous avez tout d'un coup, évidemment, une série de candidats qui vont être élus et qui sont des chiites. Avant ça, ils n'avaient aucun pouvoir. Avant ça, vous étiez chiite, vous ne receviez pas votre ticket pour aller travailler. C'était pas possible. Donc, du jour au lendemain, tout a été basculé. Évidemment, les chiites n'ont pas accepté, comprendre de leur point de vue, n'ont pas accepté de perdre leur pouvoir, et les sunnites les sunnites n'ont pas accepté. Les chiites l'ont accepté, évidemment. Ils sont devenus aujourd'hui les maîtres de l'Irak. Et rien que ce changement brutal, en termes de population a complètement brouillé les cartes, et Bremer a été le proconsul américain, on le sait, mais c'est un homme qui a voulu bousculer les choses sans aucun détachement, sans aucune concertation avec les Irakiens eux-mêmes. Et c'est ça qui a amené ce que l'on connaît aujourd'hui, et notamment le fait que, puisque c'était votre question tout à l'heure, que les mouvements terroristes, et notamment Al-Qaïda, se sont développés là. Eh bien, l'un des fondateurs d'Al-Qaïda en Irak, c'était le bras droit de Saddam Hussein. C'était Ezat Ibrahim, qui est, on le voit sur les photos, c'est l'un des seuls rouquins de la bande des dirigeants d'Irak. Il est devenu le fondateur de Al-Qaïda, avec évidemment d'autres, et donc le mouvement terroriste s'est développé là, voisin de la Syrie, voisin d'autres pays de la région. Willy van der Vorst nous disait tout à l'heure, je vous fixe rendez-vous dans 50 ans pour essayer de comprendre et de pouvoir tirer les conclusions de ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce que, parce que je vous entends dire, si on met des démocraties côte à côte, elles ne vont pas se faire la guerre. Quand on parle de la place de l'Iran, aujourd'hui, c'est quand même des choses qui résonnent très très fort avec la situation actuelle au Proche-Orient. Ça veut dire qu'on est toujours dans cette séquence, dans cette même séquence. Rien n'a été réglé finalement de ce moment en Irak en 2003, enfin en tout cas cette guerre d'Irak. Raoul Delcorde. Vous parlez maintenant de l'Irak d'aujourd'hui. L'Irak d'aujourd'hui reste éminemment fragile pour les raisons que l'on vient d'expliquer, mais aussi, et je voudrais quand même nuancer un élément, c'est vrai que l'Iran a satellisé, et pourquoi l'Iran a satellisé l'Irak ? Vous vous dites d'abord l'Iran a satellisé l'Irak pour vous. Oui. C'est ça la conséquence de cette guerre, que l'ennemi iranien a finalement pris plus de pouvoir qu'avant. Alors, oui, et vous savez, je vais vous faire une petite révélation, là, puisque nous sommes entre amis. Lorsque je recevais le représentant en charge du dossier iranien de l'administration Trump, il me disait, le plus grand stratège militaire du Moyen-Orient s'appelle Rassem Soleimani. C'est ce même Rassem Soleimani qui opérait comme un proconsul, c'est le cas de le dire aussi bien en Syrie qu'en Irak, et que l'administration Trump a finalement fait abattre, comme vous le savez. Les Irakiens n'ont pas spécialement, même les chiites irakiens, ne sont pas pour autant inféodés au régime de Téhéran. Il y a une forme de nationalisme irakien qui est très présent. Et donc, on est dans cette situation très complexe que je voudrais expliquer, à savoir que vous avez une stratégie de l'Iran, qui est quand même la grande puissance régionale, de se protéger de ses ennemis en étendant son influence jusqu'à la Méditerranée. C'est le fameux croissant chiite. Et par ailleurs, vous avez quand même un Irak qui est une société complexe, avec les Kurdes, on n'en a pas parlé, mais qui sont quasiment autonomes au nord, les chiites qui maintenant gèrent le pays, et les sunnites qui sont quand même toujours là, et qui entendent bien avoir une voix au chapitre. Donc, en réalité, le puzzle est devenu encore plus complexe et fragile. Willy van der Vorst, peut-être sur les États-Unis, est-ce qu'ils ont, selon vous, tiré les conséquences de ce que vous deux, et vous n'êtes pas les seuls, dans les observateurs des affaires internationales, considèrent comme un fiasco, cette guerre de 2003 ? Est-ce que dans leur politique étrangère, dans leur manière de se projeter sur la scène internationale, il y a un après 2003 et... voilà, est-ce qu'ils ont tiré les leçons de tout ça, selon vous ? Je crois que les Américains ont des difficultés à tirer les leçons parce qu'ils n'avaient pas non plus de projet. Je vais vous dire qu'à
à l'époque, j'étais à Bagdad et mangeant avec des diplomates européens, on était quelques journalistes et deux ou trois diplomates européens, ils me disaient, il y a une chose quand même qui est impressionnante quand on rencontre les Américains, nos collègues américains. Ouais. Ils sont en train de nous dire que la guerre va éclater, donc c'était un peu avant le deuxième conflit du Golfe. La guerre va éclater, ça va tourner au massacre parce qu'ils envoient des blindés, des avions, enfin ils bombardent tout, ils écrasent tout, etc. Ils disaient, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est ils nous expliquent qu'ils vont lancer cette guerre. Et alors on leur dit, oui, mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous visez ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Et les diplomates européens disaient, eh bien, on n'a pas de réponse. On s'est déjà concerté à plusieurs en disant, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Qu'est-ce qu'ils visent ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce pays ? Eh bien, il n'y avait pas de réponse qui était là. Et ils se retrouvaient devant une situation qui était extrêmement compliquée. On ne va pas remonter à la nuit des temps dans l'histoire de la région, mais il faut se rappeler aussi que les Irakiens sont des Arabes, les Iraniens sont des Perses. Et entre Arabes et Perses, dans l'histoire, il y a eu suffisamment de conflits pour expliquer qu'aujourd'hui encore, ils se méfient les uns des autres. Mais il y a ce détail en plus, c'est que dans le sud de l'Irak, il y a énormément, il y a des chiites avec des dignitaires religieux, mais ces dignitaires religieux étaient formés entre eux, mais ils allaient également en Iran. C'est-à-dire qu'il y avait cette rivalité entre ces deux pays, mais la communauté la plus importante avait, et on le sait combien c'est important en Irak comme en Iran, il y avait des dignitaires religieux qui franchissaient la frontière, qui allaient faire leurs études du côté iranien. Donc, ça complique encore le dossier. C'est pour ça que je vous fixe rendez-vous dans 50 ans, parce qu'on ne sait pas très bien qui voulait quoi, qui était prêt à faire quoi pour éventuellement mettre de côté Saddam Hussein ou essayer de remporter cette guerre. Raoul Delcorde, sur les leçons américaines, mais vraiment du point de vue américain du conflit, donc fiasco, vous le dites tous les deux. Bon, après, il y a eu le désengagement d'Afghanistan, qui a aussi été considéré comme un fiasco. Et certains y voient un affaiblissement de la puissance américaine. 2003 et puis l'Afghanistan ont affaibli. Certains disent d'ailleurs que c'est ça qui a poussé Vladimir Poutine à lancer la guerre en Ukraine. C'est parce qu'ils voyaient que les Américains étaient affaiblis, savaient plus mener des guerres et en gagner. Quelle leçon, à votre avis, les Américains ont vraiment tiré de tout ça ? Une forme de désengagement du Moyen-Orient. Trump va à Bagdad en décembre 2018 et il dit « Les États-Unis ne sont plus le gendarme du monde ». Alors je sais, on est maintenant sous la présidence Biden, mais d'une manière générale, ça s'est confirmé. Hormis la sécurité de leur partenaire régional qu'est Israël, hormis la question du terrorisme égal Daesh, pour lequel il y a une coalition, et là, pour le coup, les Américains et les Occidentaux ont mené une guerre qui a été plutôt concluante, et hormis la question de la prolifération nucléaire, qui est une chose qui inquiète les Américains, hormis ces 3 points, les Américains se désengagent. Ce qui se passe, vous le constatez comme moi, c'est que tant la Russie que la Chine même maintenant se réengage ou s'engage. La Russie en Syrie. N'oublions pas aussi un peu d'histoire que l'Irak à un moment donné était dans l'orbite soviétique. Bon, ça c'est de l'histoire ancienne. Se réengage. La Chine fait œuvre de médiation entre les deux ennemis régionaux, l'Iran et l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite et l'Iran rejoignent les BRICS. L'Arabie saoudite envoie des signaux à l'administration américaine comme quoi elle n'est plus dans la ligne de Washington sur tous les sujets. On le voit maintenant dans la crise à Gaza, etc. Donc au fond, une perte d'influence voulue ou involontaire, on tranchera, mais qui en dit long au fond sur le déclin de la stratégie américaine. Ou peut-être, permettez-moi une conclusion un peu provocatrice, la mauvaise lecture que les Américains ont fait de la complexité du Moyen-Orient. Oui, Olivier de Vors là-dessus. Et ça rejoint aussi un élément qui est profond dans la politique américaine, c'est doit-on poursuivre ses engagements à l'étranger ou doit-on s'en retirer entre isolationnistes et interventionnistes. C'est une question qui excite les milieux américains, milieux diplomatiques surtout, officiels, depuis plus de 100 ans maintenant, et depuis bien avant encore. Avec des présidents plutôt isolationnistes et d'autres qui sont plutôt universalistes, ou en tout cas... Bush Junior, quand il arrive au pouvoir, au début du siècle, il se présente comme quelqu'un qui va prôner l'isolationnisme. Bon, quelques mois après,
il y a les attaques contre les tours de New York, il est obligé de changer de camp. Et même une croisade. Après ça, Trump arrive, il va aussi essayer de se retirer. Il y a eu Obama aussi, mais je prends deux ou trois thèmes comme ça. Oui, Obama avec la ligne rouge qu'on ne peut pas franchir en Syrie, etc. Donc il y a toujours cette volonté de s'engager, mais en même temps, de l'autre côté, certains veulent s'en retirer. Et vous avez ce conflit permanent qui complique encore la lecture du côté américain du bilan de cette guerre. Ouais, ce statut particulier de gendarme du monde, finalement. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Raoul Delcorte, je rappelle que vous êtes ambassadeur honoraire de Belgique et professeur en relations internationales à l'UC Louvain. Merci aussi, Willy van der Vorst, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous étiez journaliste retraité, donc, de la rédaction internationale de la RTBF. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce que nous faisons chaque semaine dans l'Histoire continue. Avec l'aide des archives de la SONUMA et à la réalisation Jonathan Remy, à la coordination Émilie Malice.